Alors voilà, je vous ai fait plonger dans le côté le plus sombre du taureau. Évidemment, il y a, Dieu merci, un côté lumineux dans lequel je vais vous emmener maintenant. Mais je vous ai développé le côté sombre pour que nous ne nous y laissions pas entraîner parce que c'est une pente qui est assez facile à prendre collectivement. Et en fait, dès le début du mythe, ça commence plutôt bien. Tout a bien commencé avec ce taureau Dieu lumineux qui vient charmer une petite jeune fille dont le nom signifie celle qui a le visage céleste ou encore une fille au regard large, profond. Et la parole clé du taureau au niveau de l'âme, selon Alice Bailey, c'est « je vois » et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. Donc il y a une notion de largeur de vue, d'ouverture, d'illumination, de lumière dans le taureau. Et l'union est consommée près des eaux d'une source. Or, par les sources se manifestent sur le plan de la réalité humaine, bien concrète, la matière cosmique fondamentale, symboliquement, et leur eau est considérée comme le sang divin, la semence du ciel. C'est-à-dire que, en fécondant Europe auprès d'une source, Zeus Taureau lui offre la semence du ciel étoilé pour qu'elle l'incarne dans la matière. C'est ça la finalité du taureau, incarner la semence du ciel étoilé dans la matière, puis il s'efface pour laisser la place à un être incarné, le roi Astérion, celui du soleil, qui fait sien les enfants et devient donc le représentant du dieu de l'Olympe sur la terre dans le monde matériel du taureau. Et donc Zeus peut repartir puisqu'il a quelqu'un qui le remplace sur la terre. Donc, nous sommes, nous aussi, invités à ce travail de spiritualisation de la matière, d'intégration de cette étincelle ouranienne d'après-castration, avec les configurations actuelles. Et puis, cette intervention du dieu de la corne d'abondance illustre aussi toute la fécondité de ce signe, comme les platanes qui abritent la conception de Minos et qui sont associés à l'exubérant Dionysos, le fameux dieu du vin, qui serait un dieu à cornes de taureau selon Euripide. Et la naissance de Minos est donc associée à une image de jouissance et d'exubérance d'une matière qui est habitée par l'esprit. Et la forme de taureau que Zeus a prise, elle devient constellation comme pour nous donner un rappel inaltérable, intouchable, de son aspect lumineux, si on veut bien lever les yeux vers ce ciel étoilé. Pierre Teilhard de Chardin, j'y reviens, a passé sa vie à mettre à jour la présence du divin dans la matière et en a fait toute une théorie très intéressante. Et si vous voulez comprendre le taureau, lisez une biographie de Teilhard de Chardin ou lisez carrément son œuvre. C'est un peu plus compliqué l'œuvre, mais en tout cas, dès sa plus tendre enfance, il était fasciné par la matière, au point de pleurer en constatant qu'elle n'était pas éternelle. Et puis, il a acquis la conviction que matière et esprit n'ont point deux choses, mais deux états, deux faces d'une même étoffe cosmique. Alors, vous aurez sûrement aussi remarqué que Neptune est aussi omniprésent du côté lumineux de l'histoire, puisque sous la forme de Neptune ou de Dionysos, il intervient aussi tout le temps en toile de fond. Dionysos est dans le platane, Ariane épouse Dionysos, et Neptune offre le taureau à Minos. Donc, côté lumière, Neptune se manifeste dans toute sa sensibilité superlative et on peut penser qu'en fait, il transcende l'essence du taureau et les élève au stade de perception neptunienne, c'est-à-dire les perceptions extrasensorielles. On parle parfois du sixième sens, mais finalement, est-ce que ça n'est pas en entrant pleinement dans les cinq sens, physiquement, émotionnellement, voire mentalement, qu'on va pouvoir les affiner jusqu'à les transcender en perception
dites extrasensorielles, mais qui seraient peut-être suprasensorielles. Et n'est-ce pas comme ça qu'on va entrer dans la fameuse connaissance supérieure d'Ariane, évoquée tout à l'heure, qui se fait à travers tout l'être, hein, et à travers l'amour, à travers la beauté du monde et la beauté de l'être. Encore une fois, Teilhard de Chardin nous propose de nous immerger dans la chair du monde et de nous baigner dans la matière pour aller y découvrir Dieu, c'est-à-dire en fait un état d'amour universel et d'ouverture totale. Vénus atteint sa plénitude quand elle s'exerce dans sa dimension d'amour universel. Elle est exaltée en poisson, donc dans le domaine de Neptune. Et on retrouve cette même notion de sensorialité profondément plongée dans la matière de la nature dans l'œuvre de Jean Giono, où vous voyez que le taureau est aussi valorisé par l'ascendant cette fois et les planètes maîtresses de ce taureau. Et on a aussi une valorisation d'Uranus-Saturne en Scorpion, c'est donc tout l'axe. Et chez lui aussi, on pourrait parler d'une espèce de mystique neptunienne des sens et de la nature. Là aussi, si vous voulez comprendre le taureau, lisez Jean Giono, il y a des pages absolument merveilleuses de cette sensualité qui en devient quelque chose qui relie les êtres qui la vivent à quelque chose de bien supérieur. Le monde est là, écrit-il, j'en fais partie. Je n'ai d'autre but que de le comprendre et de le goûter avec mes sens. Il y a dans la sensualité une sorte d'allégresse cosmique. On est bien, encore une fois, dans cet arrière-plan neptunien qui me semble être la voie du taureau évolué à développer actuellement et de toute urgence, parce que ce n'est qu'en entrant dans cette qualité de lien avec la nature qu'on pourra arriver à la respecter et donc à cesser de la détruire, d'autant qu'on en dépend complètement puisqu'on en fait partie. Alors, de manière étonnante aussi, dans cette démarche-là, Uranus et Dédale peuvent devenir un soutien et le mythe nous donne une clé, une dernière clé, à travers l'énigme du coquillage. Alors, qu'est-ce que l'énigme du coquillage? D'autres questions? Agnès? Oui, juste plus un témoignage, un commentaire en fait. Je voulais juste dire qu'en tant que taureau très représenté, on va dire, parce que j'ai beaucoup de choses en taureau, je confirme tout ce que tu as dit, que c'est vraiment assez extraordinaire en fait de voir tes descriptions, parce que je les ai vécues intérieurement et je les vis toujours, et c'est d'une justesse incroyable. Et en même temps, tout ce que tu dis, ça illumine énormément le vécu, ça met des mots sur des choses qui sont parfois difficiles à exprimer pour certains taureaux. Et je pense que c'est vraiment un livre à recommander à tous les taureaux qui se cherchent. Parce que ça peut vraiment les aider à mieux s'accepter et à mieux accepter ce qu'ils ont de positif et de lumineux à l'intérieur d'eux sans être forcément culpabilisés par, comme tu disais, le contact avec la jouissance des sens, avec la nature, des choses comme ça, dont on peut être facilement culpabilisé quand on a une recherche spirituelle, et que ta démarche, en fait, peut aider grandement à réconcilier justement les taureaux avec eux-mêmes, avec cet aspect-là d'eux-mêmes, qui est fondamental, bien sûr. Donc, bravo et merci. Merci, merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'au début, quand j'écrivais ces choses-là, je me disais, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Parce que je suis quand même un peu partie d'une démarche intellectuelle par moment. Mais voilà, c'est que quand des taureaux effectivement me renvoient ça, et il y en a quand même eu un certain nombre qui m'ont dit oui c'est vrai. Par exemple l'histoire de la honte, je sais pas, j'avais jamais lu ça ou vu ça quelque part, et en fait des gens m'ont dit ben oui moi j'ai honte, je me lève la nuit pour manger, j'arrive pas à m'arrêter, j'ai honte de ça mais j'arrive pas à faire autrement, je le fais en cachette, etc. Et c'est des choses que effectivement
on dit pas trop habituellement, quoi. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui me semble moins important, c'est qu'à partir du moment où on met des mots dessus, on va pouvoir le regarder. Et vraiment, j'encourage tous les taureaux à faire de la méditation quotidiennement ou 2 ou 3 fois par semaine, enfin le temps que vous pouvez accorder à ça, parce que ça recrée le lien. Et alors, dès que, ça je l'ai observé aussi, les gens me disent, ah oui, j'ai fait de la méditation, ça va mieux. Et puis, quand ça va mieux, hop, on arrête. Et puis, 3 jours après, ça va de nouveau moins bien. Et en fait, il faut chaque fois redémarrer la 2 chevaux. Alors que si on laisse la 2 chevaux toujours un peu en marche, on n'a pas besoin de la redémarrer. Elle avance, elle continue à avancer. Alors, elle peut ralentir à certains moments, mais elle n'a pas besoin de refaire tout le chemin. Et je pense que cette histoire du fil d'Ariane, c'est vraiment très important. Je ne sais pas comment vous vivez, comment vous avez reçu l'énigme du coquillage. Enfin, moi, j'ai été éblouie par le génie de celui qui a mis cette image-là à la fin du mythe. Moi, je trouve ça juste génial, quoi. Alors, évidemment, si on n'y réfléchit pas, on se dit, ouais, bon, faire passer un fil dans un coquillage, ça ne veut rien dire. Mais en fait, moi, je trouve que ça veut dire énormément. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, pardon Marc, c'est que quand on donne des images, et c'est pour ça que je travaille tellement avec la mythologie, il y a un travail qui se fait tout seul en réalité. C'est-à-dire que même si vous n'avez rien retenu aujourd'hui, dans 15 jours, il y a peut-être une image qui va vous revenir et vous vous dites, ah tiens, mais ça me fait penser à ça, ou vous allez avoir rencontré dans la rue un coquillage et puis ça vous rappellera l'énigme, ou des choses comme ça. Je t'ai interrompu, Marc, tu voulais parler? Non, 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 non. Mais c'est vrai que moi, ça me fait penser aussi, je fais une analogie avec la consultation. Pendant une consultation, on va dire tout un tas de choses à la personne qui ne vont pas forcément faire écho tout de suite, mais qui, par la suite, à un moment, va dire, tiens, ça, on en a parlé. Voilà. Là, c'est Oui, aussi, il y a ce lien avec ces espèces de vérité perso, de vérité première, de vérité profonde, qui est important.